Bienvenue, merci de suivre ce premier numéro du mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2023. Merci de rester fidèle à Kiosque. À l'affiche ce matin, Pascal Oondje sera face à Thierry Moukelekele comme chaque lundi d'ailleurs. Et l'actualité en République démocratique du Congo est vraiment riche. D'abord cette fièvre électorale avec la présidentielle de 2023. L'Union sacrée plébiscite le chef d'État candidat comme son candidat pour la présidentielle de 2023. Bien avant, le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo également a choisi Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de 2023. Jean-Pierre Bemba Gombo dit laisser la place à son frère pour parachever ce qu'il a déjà commencé. Alors, Fayulu, c'est un rebondissement, il revient à la course. Fayulu dit abandonner les réclamations par rapport à vérité des urnes. Il s'élance maintenant et en place par le système de surveillance électorale. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Le docteur Denis Mukwege va s'exprimer ce matin. Et là, s'il va aussi entrer dans la course, nous le saurons tout au long de la journée. Autre sujet d'actualité, c'est le budget, le projet de budget qui a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, adopté, voté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée, les députés, les préoccupations, voilà, des députés ont été rencontrées par le Premier ministre. Il n'y a pas eu débat. Les élus du peuple ont donc majoritairement voté ce budget. Nous allons analyser avec nos invités. En traitant, c'est que dénonce l'Observatoire de la défense publique, l'ODEP, c'est ça, l'ODEP qui dénonce le dépassement budgétaire sur la loi sur la reddition de comptes exercice 2022. Analyse et commentaires de cette dénonciation de l'Observatoire de la défense publique, c'est avec nos invités. Pascal Oondje, bonjour. Bonjour, merci une fois de plus pour l'invitation, Gisèle. Je vais présenter en même temps les excuses à nos différents téléspectateurs parce qu'ils sont habitués à nous suivre chaque lundi. Le lundi prochain, probablement je serai absent. J'ai tenu les informer parce qu'il ne serait pas bon qu'ils soient lundi et qu'ils ne me voient pas, ils ne sauront pas pourquoi. Voilà, la raison, c'est qu'il y aura une petite raison également de mon côté qui fera que je sois absent le lundi prochain. Et merci pour l'invitation. Une fois de plus, je salue mon confrère Thierry, parce que après la dernière prestation, j'ai eu des appels directs de l'extérieur, curieusement, qui continuent à l'encourager, le congratuler. Et beaucoup disent que c'est maintenant qu'on le découvre. Mais il est pondéré, il est modéré. Il semble être trop précis dans ce qu'il dit. Et voilà, j'ai tenu aussi, on n'a pas eu le temps d'échanger avant l'émission parce que je suis venu légèrement un peu en retard. Et voilà, j'ai tenu le faire aussi à travers le micro. Et ils vont comprendre que je l'ai transmis fidèlement comme j'ai reçu. Et donc, merci beaucoup Gisèle pour l'invitation. Voilà, alors Thierry Moukelekele, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Pascal. Et mes remerciements à ceux-là qui ont envoyé ces gentils mots à mon égard. Je pense que notre souci, c'est d'essayer de garder la qualité du journaliste, parce que d'ailleurs lui-même, Pascal, a toujours été de ceux-là qui se battent pour la bonne personne en République démocratique du Congo. Donc je vais essayer de demeurer cette bonne personne pour que ceux-là qui nous suivent trouvent en moi un service de qualité en tant que communicateur. Juste un petit biscuit avant d'entamer les sujets. Je voudrais revenir un peu sur cette question de 100% congolais, 50% congolais. C'est une question qui continue à tâcher les relations entre Congolais. Je prends un cas précis très rapidement. Il y a une dame qui répond au nom de Mathilda et un jeune frère qui répond au nom de Cyril Takis. Un autre Mario Kawel
Ils ont certes une peau blanche, mais ce sont des Congolais natifs du Katanga. Avec peau blanche. Avec peau blanche. Et puis tous sont d'ailleurs, l'autre est du Lualaba, c'est-à-dire Kawel, Cyril Takis et Mouloubakat, et Mathilda, elle est Bemba, hein, elle est vraiment du coin. Moi, je ne sais pas pourquoi, parce que ces gens-là sont entrés dans les élections. Pour Mario Kawel, c'est la deuxième fois qu'il vient aux élections. Alors, cette histoire-là commence à revenir et ça devient un peu dangereux. Peut-être pour Moïse Katumbi, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, ils ont adhéré à cette logique-là de désinfective. Bon, c'était resté dans les airs. Mais quand on commence à toucher des gens qu'on a vus naître, grandir là-bas, ce n'est plus de la bonne communication. Ce que nous nous demandons dans tous les états-majors, c'est de quitter cet aspect. Ça nous divise davantage. Le Katanga est plus matriarcal que patriarcal. Okay. Oui, donc l'enfant appartient à la maman. Dès lors que l'enfant appartient à la maman, l'enfant appartient à la terre. C'est comme le Bas-Congo, hein? L'enfant appartient à l'oncle. Voilà, donc moi je voulais insister sur ça pour que tous les camps sortent un peu cette histoire-là. C'est très dangereux sur le terrain quand nous irons aux élections. On doit laisser tout le monde libre et que le Congolais lui-même se choisisse son futur élu, candidat, et voilà. Non, je pense que c'est effectivement, vous avez parlé de la désinformation, et les gens rendent mal. Parce que s'il faut partir, par exemple, du prétexte, la loi, ou sinon la proposition de loi Tiani, je ne pense pas que concerne tout le monde. Lui a choisi des responsabilités d'État qu'on ne peut pas confier à quelqu'un qui n'a pas les deux parents plutôt congolais. Et il a estimé la responsabilité au niveau de la présidence de la République, l'armée, je crois même les deux chambres du Parlement, mais c'est à son niveau. Et les autres fonctions d'État, je ne sais pas, peut-être avec des ministères régaliens, je ne sais pas, mais d'autres fonctions d'État, le problème ne se pose pas. Je ne pense pas que les trois noms que vous avez cités là ont exprimé l'ambition d'aller à la présidence pour que cette question surgisse. S'ils sont candidats députés, le problème ne se pose nullement. Sauf si l'un des parents ou les deux parents ne sont pas congolais. Si l'un des parents est congolais, le problème ne se pose pas. Le problème se posera lorsque cette personne-là développera maintenant l'ambition de briguer à la magistrature suprême ou à d'autres fonctions comme nous avons énumérées ici. C'est alors qu'on peut engager ce débat. Pour d'autres fonctions au pays, pour d'autres travaux au pays, le problème ne se pose même pas. Ils sont libres. Et puis, au fond que la loi n'est même pas votée, c'est là où il n'est même pas voté, le danger. C'est l'idée. Le débat n'a même pas eu lieu. Voilà. C'est là où je dis que c'est un danger. Parce que nous avons des Congolais naturalisés qui ont postulé 2 mandats déjà, le cas de Nazem Nazembe, mais qui n'a jamais eu d'ambition de devenir président de la République parce qu'il sait qu'il n'est pas réellement Congolais d'origine. Vous voyez. Mais pour nous, ça nous gêne. Quand nous naissons dans les mêmes hôpitaux avec les quelques personnes que je viens de vous citer, alors il y a des gens qui se réveillent un matin qui veulent les pointer du doigt. C'est là où ça frise. Okay. Sur la loi Tiani, je ne veux pas entrer sur ce débat-là. Ok, merci Thierry Mukelekele. Je reste avec vous. Hein. On commence par le budget pour terminer avec la présidentielle. Le budget a été voté à l'Assemblée nationale sans débat majoritaire. Bien. Toutes les préoccupations des députés ont été rencontrées par le Premier ministre. Non, nous devons éviter ces choses. Vous voyez, même à l'époque où Mouzé a créé le HRPT, hein, le Haut Conseil, le premier parlement là, quand Mouzé est arrivé, et Joseph a répété le même. On n'a jamais connu ça. Une première. Oui, parce qu'ils sont pressés, ils veulent aller où? Comment est-ce qu'un budget ne peut pas subir un débat? Comment est-ce que sur 500 personnes,
plus de la moitié vont dans un même sens. Il n'y a même pas de critique ou assez d'amendements ou quoi. Pourquoi il y a précipitation? Même un peu avant les 2 années antérieures, il y a eu des débats. On a vu des débats, on a voulu même faire changer les budgets. Dans les réseaux, il y a même ceux-là qui ont soupçonné que sûrement ils veulent se précipiter parce qu'ils sont des candidats potentiels et que pour ne pas gêner le Premier ministre, alors ils y vont d'emblée. Donc c'est que nous, ce qui frise, c'est cette précipitation. On aurait laissé même 3, 4 séances et puis y aller. Parce que c'est bien, quand on confirme ces budgets-là, quelle est l'enveloppe qui sort pour clore le dossier élection que moi je suis en train de douter jusqu'aujourd'hui? On ne nous dit pas assez. Peut-être Pascal a eu des informations. Quel est le budget qui sort sur l'armée? Parce qu'à entendre le chef de l'État du haut de la tribune des Nations Unies, il met la RDC sur le pied de guerre. Mais ils ont discuté comment? Quelle est la quote-part de l'armée? C'était prévu 1 milliard. Est-ce que réellement ces 1 milliard seront mis à la disposition de nos forces armées? Et en dehors des forces armées, il y a l'ANR qui a besoin d'argent. Il y a la DGM qui a besoin d'argent. Parce que nous allons dans le truc électoral. Ces services doivent avoir assez de moyens matériels et financiers pour le déploiement, pour anticiper ce qui peut arriver comme malheur pendant... Et puis, la gratuité de l'enseignement pose problème. Quelle est la cagnotte de la gratuité de l'enseignement pour que nous n'ayons pas ce problème pendant cette année électorale? Donc, ce sont des questionnements. Il y a l'histoire de la santé, la couverture de la santé universelle. Il fallait que dans ces budgets, qu'on puisse accompagner la volonté du président de la République. Est-ce que cette volonté du chef de l'État est accompagnée dans cette précipitation? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas entré dedans, mais la précipitation m'a donné un peu de réserve pour que je n'y entre même pas dedans. La session aussi est courte. Hein? Même, écoutez, la session est courte. Écoutez, sans un budget réaliste, que la session soit courte ou pas, nous n'irons nulle part. Voilà. Pascal Ouonze, vous avez la même lecture ou pas? Ils sont tous candidats, comme a dit Thierry Mkeleki, alors ils sont préoccupés ailleurs, à prenant ces budgets et on passe. En principe, on n'aurait pas cette session. De mon point de vue, on n'aurait pas cette session parce qu'il y a des gens qui ont été élus sur une quelconque liste aux élections passées. Aujourd'hui, vous voyez comment ils ont changé. Nombreux sont allés à l'UDPS, d'autres au MLC, ainsi de suite. Ce mouvement-là, j'estime que la majorité des députés est démissionnaire. Et de ce fait, on ne devrait pas avoir la session. Mais parce qu'on a la session, je pense qu'il y a des coutumes parlementaires. En termes de la procédure, lorsqu'il y a un projet de loi qui vient du gouvernement pour l'Assemblée nationale, sinon substantiellement pour le Parlement, il y a une procédure à suivre. Le projet vient, dans le cas d'espèce ici, le projet de finances, le projet vient, le bureau réceptionne et le bureau distribue maintenant ce projet de loi aux députés. Les députés prennent connaissance, on invite le Premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale, il présente son projet, à l'occasion on engage le débat général. Chose qui n'a pas été Après l'engagement du débat général, le Premier ministre prend maintenant toutes les revendications des députés, il repart, généralement il sollicite 48 heures, au bout de 48 heures il lui revient, maintenant il y répond, à ce moment-là il n'y aura plus de débat. Et on vote, si c'est accepté, ça passe, si ce n'est pas accepté, on met en cause. Alors, si cette procédure n'est pas respectée, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens en fait à ce stade, parce que le budget nous permet, comme a dit le confrère, de mettre en tête que dans tel secteur, nous avons affecté tel montant pour résoudre tel problème exact. Mais lorsque cette répartition n'est pas connue, même par nous autres, si ils ont pris connaissance à travers ce qu'ils ont eu entre les mains, ça veut dire le document, mais le public n'a pas été suffisamment informé. Seulement après la lecture du Premier ministre, ça s'arrête, et le point de vue qui permettrait l'orientation et la compréhension de la proposition, si
le débat n'a pas été fait. Si je dis si, c'est parce que moi je n'ai pas suivi très bien l'évolution du dossier à l'Assemblée nationale. Alors je me dis, je crois que ça n'a pas été bien fait. Donc, on ne peut pas justifier cela par la précipitation. Ça prendrait, généralement le débat c'est pendant 1 jour. 2 jours, et la primature aurait 2 jours, 48 heures pratiquement, il y revient, et puis on termine. Comment cela pouvait être justifié par l'OTAN, parce que nous avons les élections? Si vous avez les élections, vous auriez dû ne pas convoquer la session. Alors préparez-vous aux élections, parce que comme je le dis, vous êtes supposé être démissionnaire parce que vous avez changé vos partis politiques. À partir du moment où vous avez accepté maintenant d'aller participer à la session, que vous ne nous donniez pas l'impression que parce que c'est à travers la session, vous avez beaucoup de moyens en même temps, et vous aviez voulu aller à la session pour avoir uniquement les fonds, parce que demain c'est la campagne, et ne pas faire le travail qui vous est appelé à être fait. Alors, on va revenir. De cette manière-là, je ne pense pas que nous pouvons... On va revenir sur les mêmes erreurs des budgets passés, Toujours, parce qu'il n'y a pas eu débat, c'est ça? Ah oui, mais non. Dans le passé, il y a eu des débats. Non, je dis cette fois-ci, on devait corriger les erreurs du passé. On devrait corriger. Et nous avons des priorités aujourd'hui. Oui. Il fallait aussi éclairer l'opinion, qu'on comprenne à quel secteur il y a engagement exactement maintenant. Mais ce n'est pas compris. Si on s'est limité simplement, je continue à dire ici, si on s'est limité simplement à entendre le Premier ministre, mais je crois que c'est en violation de la procédure, n'est-ce pas, qui est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, comme je vous ai dit, qui exige que les étapes, comme j'ai énuméré là, soient respectées pour que le débat ait lieu et qu'on tire des conclusions à travers le vote au sein de la plénière. Voilà. Je chute rapidement. Dans le domaine de la justice, c'était prévu que cette année, qu'on améliore, je crois même, la paye de nos magistrats, parce qu'on s'est plaint trop de la justice. Est-ce que dans ce budget, c'est prévu? En ce qui concerne, j'ai suivi le centre Carter, qui était à Makala, et il y a quelqu'un qui est intervenu sur les réseaux sociaux. Il a parlé de Pascal, d'ailleurs, j'oubliais, et de moi quand nous parlions de la situation de nos frères de la prison de Ndolo. Ben, c'est sur base d'un bon budget qu'on peut améliorer les conditions de vie dans nos prisons pour que, même s'il y aurait encore du retard par rapport à des libérations conditionnelles ou la grâce présidentielle, mais qu'il y ait quand même une bonne vie dans ces milieux carcéraux. Quand Salomon dit qu'il est malade, excusez-moi, je chute par là. Oui. Moi, je suis témoin. Je ne suis pas avec Salomon, mais je suis dans ce que Salomon sent, parce que je l'ai senti et je continue à le sentir. Vous voyez le niveau de Salomon qu'il occupe, le niveau social, mais il vous dit qu'il est malade. Donc c'est vrai. Il ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas à ces milieux-là. On le sort, il va dans un centre, les médecins n'arrivent pas à le remettre parce que la psychologie est entamée. Ça dit qu'il faut vraiment que ce budget-là, bon, c'est déjà passé parce qu'ils ont retourné. Déjà passé. Ça dit que c'est au gouvernement de voir avec le ministère de la Justice pour aider les directeurs des prisons afin qu'ils encadrent quand même, tant bien que mal, mes frères en détention. Et que le président intervienne par la grâce, la vraie, très rapidement pour qu'on puisse un peu adoucir cette question de nos frères en prison. Alors, si en traitant, parce que vous restez toujours dans le moment, on doit passer à autre chose. Non, c'est juste une petite précision. Je ne sais pas si la commission avait correctement travaillé, Ecofin, parce que lorsqu'on confie le travail à la commission, elle aussi vient exposer cela auprès de ses pairs pour amendement et appréciation. Je ne sais pas si à ce niveau, le travail a été fait. Hors caméra. Parce que si ce n'est pas fait, en tout cas, je me dis, finalement, on ne peut pas parler du budget cette fois-là. Le gouvernement, parce qu'il s'agit de l'initiative du gouvernement, s'arrêterait à son niveau et s'imposerait au Parlement. Que de venir par formalité proposer cela au Parlement, sans qu'un débat soit engagé, pour des conclusions concluantes.
Il faut toujours une loi d'habilitation. Et à ce moment-là, ça pose problème. Il faudra toujours Voilà, s'il vous une plaît, loi Thierry, d'habilitation. ne parlez pas en désordre. Alors, Voilà. supposons que ça va bien aller. Alors, j'aimerais également que vous puissiez placer un mot, mais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dénoncé l'ODEP, dépassement budgétaire sur la loi sur la reddition des comptes 2022. Là aussi, l'Observatoire incrimine le Parlement, qui devait vraiment faire son travail quant à ceux, de suivre l'exécution de ce budget. Quel est votre commentaire? Bien. L'ODEP fait un travail depuis un certain temps, mais j'ai comme l'impression qu'on n'écoute pas l'ODEP. J'ai cette impression-là. Depuis que notre Jules Alinguete a fait un rebond spectaculaire, l'ODEP n'est pas très suivi. Et puis même le Parlement, ou principalement l'Assemblée nationale, brille par l'absence par rapport à ce questionnement-là. Parce que ce que l'ODEP pose, ce sont des questionnements. Mais il y a certains qui pensent que l'ODEP fait des accusations. Non, ce sont des questionnements. Quand l'ODEP nous présente son travail, c'est plusieurs questionnements. Et le Parlement est là pour répondre à ces questionnements et même à faire des interpellations par rapport à tel cas ou tel autre cas. Moi, j'encourage l'ODEP à ne pas faiblir et à continuer à publier son travail, mais maintenant que l'ODEP change de style de communication. Parce que dès lors qu'il dépose et qu'il ne communique pas trop, ça va rester lettre morte comme maintenant. Ça laisse à désirer. Pascal nous a rappelé que tous les députés ont quitté pratiquement leur parti originel et ils se retrouvent dans d'autres partis, donc ils sont réputés démissionnaires. Et quand cet ODEP vient, s'ils veulent critiquer là où ils doivent soutirer l'argent de la campagne, je pense que ça va poser problème. Franchement. C'est juste une insinuation, pas une accusation. Voilà. Alors, Pascal, 22 ministères, cette institution publique ont brillé par le dépassement. Est-ce qu'il faudrait-il sanctionner? Le dépassement sous-entend les détournements, sous-entend des rétrocommissions, sous-entend la corruption, sous-entend la mégestion. Substantiellement, c'est cela. Est-ce que c'est faux? Dans nos ministères, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de sous-commission, il n'y a pas de mégestion, il n'y a pas de détournement. Je dis effectivement, il y en a. Est-ce que le problème ne serait pas de réfléchir comment corriger? Je pense, comment corriger serait une bonne question qui permettrait maintenant une gestion efficiente dans nos institutions. Je vous ai toujours donné l'exemple du ministère des Finances. Quand vous avez un projet, vous introduisez au ministère des Finances un projet qui nécessite le financement. La première question qu'on va vous poser là, pour que votre dossier passe, quelle est notre part? Vous devez être en mesure de définir leur part. Et ce sera un problème. C'est que l'État aurait dû décaisser, par exemple, 5 000, on va vous dire non, 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 là nous n'allons pas nous retrouver. Ajoutez, mettez au moins 8 000, mettez au moins 10 000. Vous mettez 8 000, vous mettez 10 000. Le surplus, celui-là, c'est pour eux. Et qui perd? C'est l'État. Et l'État perd comment? C'est l'argent en question. C'est dans le budget, comme nous discutons là. Ce qui a été prévu, vous verrez finalement, il y a un manquement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dépassements dans le décaissement du fait simplement que les gens à l'interne ont voulu se retrouver. Ce problème, il est, je dirais, structuré, systématisé. C'est les députés, c'est les sénateurs, donc c'est le Parlement qui nous aiderait à travers des bons suivi des exécutions. Mais malheureusement, et même lorsqu'ils partent, lorsqu'ils vont voir un ministre, j'ai été témoin, j'en connais beaucoup. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, on interpelle les ministres. Et les députés vous disent, c'est parce que vous ne libérez pas. Les députés vous disent clairement, là vous voyez là où le ministre s'assied là, c'est aux côtés des députés, ils vous disent clairement, vous êtes là parce que vous ne libérez pas.
Et je vais encore venir demain. Si vous n'allez pas libérer, nous allons encore vous convoquer. Et si déjà chez les députés, on a un tel comportement, vous pensez, en tout cas, trouver solution ailleurs. Alors que ce sont eux qui permettraient, à travers des interpellations, à travers des contrôles, que les gestionnaires actifs aient peur. Mais voilà, ils ont trouvé un moyen de collaboration, un système qui permettrait qu'ils se retrouvent tout en faisant un semblant de pression, mais de l'autre côté, ils tirent des dividendes. Et cela a été systématisé. Dans toutes nos institutions, vous allez trouver ce que je suis en train de dénoncer. De cette manière-là, on ne peut que connaître les dépassements. Et donc, ici, moi, j'encourage l'ODEP de continuer le travail, mais malheureusement, autant de dénonciations, comme à l'époque de Luzolo, pour trouver solution, c'est tout un problème du fait que même le Parlement est complice. Merci Pascal Oonje. Deuxième sujet, processus électoral Thierry Mukelekele, l'Union sacrée a plébiscité Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Quelle est votre analyse? C'était prévisible, hein, parce que c'était prévisible. Là, je rentre dans ma peau des communicateurs sociaux. Il y a un problème de communication. On doit tirer toujours très attention. Un président n'est pas candidat à sa succession. Parce que le président, c'est une institution. Quand vous lisez bien la Constitution, c'est lui qui est candidat à sa succession, c'est le chef de l'État. Parce que quand vous présentez le président, ça dit que vous faites un dictat. L'institution président ne peut pas se succéder. Donc il faudrait que les communicants qui sont autour des chefs, qu'ils arrivent à chercher de l'expertise en communication chez les communicateurs, les journalistes, pour que quand ils doivent passer, que ce qu'ils disent soit consommable. Parce qu'il y a un débat déjà dans les réseaux sociaux. Yé Aza déjà président, Alingi Lissoussou a comme président. Oui, parce qu'on l'a mal présenté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que... Mais il en a droit d'un mandat renouvelable. Mais oui, mais il faut bien me saisir. Il faut bien me saisir. L'animateur de l'institution, c'est le chef de l'État qui est candidat à sa succession à la présidentielle. Voilà. C'est ça la communication. Mais eux, ils communiquent mal et ils donnent la confusion dans leurs propres électeurs et ceux-là qui sont leurs adversaires. Tu comprendre si koyo. Ndepo ya bandai ko boyela mukwege katumbi boyena boy. Parce que Milingi est moko. Non. Le président a Milingi est moko té. C'est le chef de l'État selon la Constitution qui doit revenir pour un deuxième mandat à la présidentielle. Et d'ailleurs, cette remarque est valable pour tous les candidats. On est candidat à la présidentielle. Il faudrait que ces termes soient corrigés. Maintenant, pour le travail qu'ils ont fait, c'est tout à fait légitime, mais vous savez, on a interdit la campagne électorale. Mais on a l'impression que même pendant la présentation, ce que le CESAC décriait la semaine dernière, c'est ce qui s'est... Mais il n'y a pas une autre manière de le faire. C'est pourquoi je parle de la communication. Vous pouvez dire notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Non, c'est pourquoi je parle de la communication. Quand on présente un candidat, dès lors qu'il y a des images, il y a des effigies, il y a des ceci, ça c'est sur les supports publicitaires qui rentrent directement dans la campagne. C'est déjà la campagne. C'est déjà la campagne. Ça dit que, techniquement, on doit beaucoup plus... donner une expertise communicationnelle dans tous les camps, que ce soit à l'opposition, tout comme à l'Union sacrée. Il faut vraiment une expertise communicationnelle avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Votre analyse, c'est seulement dans ce point-là, de la communication. Communication. Alors, Pascal Oonje, Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée. Bien avant, il est aussi candidat du côté du MLC avec Jean-Pierre Bemba, qui dit qu'il laisse la place à son frère pour parachever. Je vous l'avais dit déjà ici, lorsqu'on parlait de l'UNC qui avait choisi Félix Antoine Tshisekedi comme son candidat, n'est-ce pas? Je vous avais dit que vous allez vivre le même scénario lorsqu'il s'agira
du mouvement de libération du Congo, il n'y aura pas un autre candidat. C'est La capacité de bien voir anticipativement les choses, c'est cela la beauté d'un bon analyste, même d'un bon leader. Je suis en train déjà maintenant d'ailleurs de voir qu'est-ce qui va arriver après 2023. Le premier gouvernement, sa composition, je commence déjà à voir. C'est déjà taillé. Hein? Moi, je vois ce qui va. Peut-être après, en dehors du micro, je peux vous dire, bon, regardez ça, prenons ça, gardons, nous allons voir comment ça va arriver. C'est cette capacité d'anticiper. Et donc, moi, ça ne m'a pas surpris. J'avais vu certains responsables respectés du mouvement de libération du Congo à son temps dire « Non, Jean-Pierre sera candidat. » Ouh, que des mauvais analystes. Ils ont choisi. Il est dans l'union sacrée. Et il l'avait dit à son temps, lorsqu'il est sorti de la Cour pénale internationale, lorsqu'il s'est agi de penser pour la candidature unique de l'opposition. Et cette fois-là, il se retrouve à Notre-Dame. Devant Notre-Dame, il y avait Caméré, Félix et Bemba. Et ça créait un débat lorsque Bemba avait dit, même ceux qui ont, parce que c'était à Lingala, les qui n'ont Félix, en tout cas, n'a pas soutenu à son temps. Et de l'UDPS, il y a d'autres qui ont dit, si tous les Kabound, on ne peut pas, comment il peut appeler notre président, son petit frère, tout ça. Et on a engagé un débat. Il avait dit à son temps. Ça ne pouvait pas me surprendre. Alors maintenant, l'OMLC, l'UNC, le reste ont fait ce qui était bien. Et l'ensemble de tous ces regroupements se sont réunis finalement pour entériner ce que chaque parti a pu, en tout cas, lever comme option. Maintenant, l'ouverture est claire pour le prochain combat. Mais n'anticipons pas les choses parce que la campagne n'a pas commencé. Moi, je suis en train de prêcher toujours. Les candidats, j'emprunte maintenant le point de vue de mon frère, les candidats, vous avez dit chef de l'État, président de la République. Non, candidat, chef de l'État, c'est ça? Alors maintenant, ils sont en train de déposer leur candidature. Moi, je crois que nous ne sommes pas en campagne, on est dans le temps de dépôt, mais cela ne peut pas empêcher que lorsqu'on accompagne, par exemple, un candidat déposer sa candidature, qu'il n'y ait pas d'effigie, qu'il n'y ait pas de drapeau. Nous avons vu Moïse Katumbi, en tout cas, dans le prétexte de l'installation de son parti à travers le pays, mais il a toujours été accueilli, des drapeaux, par ceci. Ça c'est normal, parce qu'on ne peut pas, je ne vois pas comment Félix Antoine Tshisekedi, peut-être que lui-même n'ira pas déposer, il peut envoyer quelqu'un aller déposer, et il va le faire sans qu'il y ait engouement, sans qu'il y ait de drapeaux. Je ne vois pas Martin Fayoulou aller déposer sa candidature sans qu'il y ait engouement, sans qu'il y ait de drapeaux. Donc ce sont des moments exceptionnels, n'est-ce pas? Même si on n'est pas en pleine campagne, mais au moins ce sont des moments exceptionnels, tout en mettant des garde-fous, parce qu'il ne faut pas aller dans les débordements. Il y aura un moment où nous allons nous exposer tous, la loi va nous permettre, et même notre discours ne sera pas très censuré, parce que la loi dit, pendant cette période-là, vous avez un peu de la liberté exagérée. Mais aujourd'hui, notre liberté est restreinte, absolument. Alors, vous ne pouvez pas avoir une expression très facile de liberté maintenant, comme en temps de campagne. En temps de campagne, parfois, il n'y a pas infraction. Mais aujourd'hui, quand vous le faites, on va vous interdire. Parce qu'il y a des... Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas toujours facile à détecter les limites, mais l'effort doit être fourni de pouvoir comprendre qu'à ce stade, et même si on trouve un langage un peu simpliste pour dire pré-campagne, nous ne sommes pas campagne. Nous ne sommes pas campagne, le temps de la campagne va venir. Et voilà. Mais au moins, là, j'ai vu que c'est plus facilité maintenant pour le chef de l'État. C'est-à-dire? Parce que de l'autre côté, je vois ensemble dans le dysfonctionnement total. La question de notre confrère, Jacques Indala, j'étais avec lui une fois ici sur un plateau de télévision, qui j'ai vu même sa lettre de démission. De l'autre côté, le secrétaire général de son parti écrit, crée une commission ad hoc,
remet le dossier maintenant à la commission juridique, présidée par notre frère Onyemba. Et sûrement, je comprends qu'on va le sanctionner. Parce qu'il y a l'autre aussi qui est sorti pour dire clairement qu'on sait que tu es un infiltré à l'ensemble. Et les mêmes propos de Jackie, vous allez les suivre dans les propos de notre confrère qui est malade ici depuis Mike Oukébé. Non, Daniel Safou. Safou. C'est pratiquement les mêmes propos. Et on ne m'intéresse pas, on ne restitue pas ainsi, et voilà, je suis un peu délaissé. Et Jackie aussi, c'est la même chose. Donc, ils font des choses sans me consulter, et voilà, je suis chargé de la jeunesse, le président fait le tour du Congo, je ne suis pas... Et c'est la même chose. Et le même propos va encore plus loin, vous allez suivre chez l'homme de Lingua, là, de Bandalungwa ici, c'est qui? L'homme qui était le proche de Kabila, là, c'est qui encore? Kalombo. Francis Kalombo, le très proche de Kabila, qui s'est transformé maintenant en donneur de leçons à son monde, vraiment, c'est pas possible. Allez, très vite, Pascal. Non, alors, lui aussi, c'est pratiquement les mêmes propos. Vous voulez dire quoi je par veux là? dire que, à 2 jours des élections, il y a un mot sérieux de dysfonctionnement qui ne permettra pas que l'équilibre soit dégagé. De faire face à une union sacrée. Et là, mais c'est toujours comme ça. Non. Pour les partis au pouvoir, les gens, c'est toujours comme ça, les gens quittent pour aller vers... Non, les gens n'ont pas quitté. Dans les partis, oui, c'est dysfonctionnement, donc vous faites les la gens n'ont division, pas oui. quitté, mais les frustrations sont palpables. Parce qu'ils ne sont pas au Qui pouvoir. dénotent en fait le vrai fonctionnement à l'interne du système en question. Voilà pourquoi nous nous disons, lorsque les sous-systèmes déjà ne fonctionnent pas bien, il est difficile que le système fonctionne bien. Parce que c'est du bon fonctionnement des sous-systèmes que le système fonctionne très très bien. Vous savez cette méthode? Structuro-fonctionnaliste. Merci Pascal. Thierry Moukelekele. Oui, je voulais juste rebondir. Hein. Ce que Pascal dit, c'est vrai. Néanmoins, il faut généraliser. Actuellement, la classe politique est en ballottage terrible. Hein? Du côté ensemble, c'est vrai. Mais regardez du côté Fayoulou, il a les mêmes problèmes avec l'entourage. Même chez Matata Pogno, ça ne s'est pas fait ressortir. Il y a les mêmes problèmes. Cela est dû à quoi? Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir? Est-ce qu'ils Non, ils veulent tous aller? Parce qu'on a vu beaucoup de têtes à l'Union sacrée. Hein? Si, c'est un deal de repositionnement, hein, par rapport à la sphère. À chacune des sphères, tout autour d'un leader, il y a des clans qui s'invitent. Vous sentirez que Jackie Ndala attaque Christian Mwando, qui l'accuse d'ailleurs de chercher à prendre la place des Salomon. Et quand vous rentrez à l'Union sacrée, vous sentirez cette histoire de la kassaïanisation même de la campagne du chef. Il y a des gens qui sont sur Internet en train de nommer les 10 premières personnalités qui iront à la campagne. Et on accuse déjà sur 10, 8 sont du Kasaï, un de Bandoudou et un du Congo central. Ça dit que nous interpellons tous les leaders et tous les candidats potentiels. C'est de stopper un moment et de rappeler toutes les troupes à l'ordre, que de passer déjà des sanctions comme dans Ensemble. Non. Jackie Ndala, ce n'est pas un petit monsieur. Que ça soit dans l'ensemble ou en dehors de l'ensemble. Ce n'est pas un petit monsieur. Et il a fait de la prison pour Moïse Katumbi. Ça dit que, là qu'il est, il s'est dit qu'on ne peut pas me traiter comme tout le monde. Dans un bus, il y a des officiers, quand ils entrent, ils préfèrent se tenir debout pour respecter le grade. Mais il y a d'autres officiers, quand ils entrent, il dira que Dinaza colonel Telemawana. C'est comme ça. Mais ce que nous demandons à toutes les autorités qui entrent en jeu pour la présidentielle, c'est pour le bénéfice aussi de la paix sociale. Ils doivent d'abord récupérer leurs troupes, leur donner un bac à sable, hein, donc un plan de travail, un job description, et dire qui est qui fait quoi. Voyez-vous? Parce qu'à l'époque de Kabila, il a eu les mêmes problèmes entre Baba, Kungwa Kumwanza et la majorité présidentielle. Qu'est-ce que Kabila avait fait?
il a donné à Kyungwa Kumwanza la représentation du Katanga, pendant qu'il y avait aussi la majorité présidentielle. Il a mis fin d'abord à cette guerre-là. Donc, ce que nous demandons au nom de la paix sociale entre les différents leaders, parce que le dessin commence à être clair, non? Il y a Tshisekedi de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi de l'autre côté. En entendant, voir Mukwege, Délice Sanga et les autres. Mais mais tous ceux-là sont greffés à Moïse Katumbi. Si vous voyez, ça dit que le dessin commence à sortir entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Moïse, si aussi sa candidature sera retenue. Il y a aussi des interrogations, il y a lui et Matata. Dans les circuits, on pense que, je crois, demain ou après-demain, il devra être là. L'autre, Fayoulou, aujourd'hui nous saurons quand est-ce qu'il dépose. Justement, on parle maintenant de Fayoulou, Pascal. Il a rebondi, si je veux dire ça. Il va déposer sa candidature et c'est là a fait grand bruit. Il dit qu'il a constaté qu'il y a des avancées, plusieurs d'ailleurs, du processus exercé par la CENI, de l'avancée par rapport à la pression exercée à la CENI. Il laisse son combat de révision du fichier électoral, mais non, il remplace son combat par le renforcement du système de surveillance électorale. Cette Dieu ne change pas. Hein. Un bon homme doit savoir se décharger, se déconsidérer, se dépassionner. Mais lorsque vous considérez être plein en vous, c'est déjà un défaut. Jean-Pierre Bemba, un grand leader, en fait. Regardez, il a accepté d'aller comme ministre. Il accepte d'accompagner l'autre. C'est question des choix. Non! Dans la vie, il faut être réaliste, il faut savoir voir ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, un bon leader doit anticiper les événements, mais un bon leader peut aussi voir à travers ces élections qui peut être élu en toute réalité. Et quel jeu je peux jouer à ce moment-là? Si vous avez été grand leader hier parce que c'était contre Joseph Kabila, les raisons à cette époque étaient peut-être fondées par rapport aux réclamations de la population. Le dossier, l'argument avancé à son temps, c'est qu'il n'était pas congolais et les gens ont consommé cela. Jean-Pierre Bemba était un grand leader face à Joseph Kabila. Même l'UDPS, bien qu'on ait connu ces étapes avec Mobutu, grand leader face à Joseph Kabila. Moïse Katumbi, sa force politique qu'il a pu bénéficier pendant quelques temps là, c'est lorsqu'il a eu à inventer des points de vue tels que penalty et l'empoisonnement. Et c'est comme ça qu'il a été accepté parce que c'était face à Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas là. Qui ne croit pas que l'acceptation qu'ils ont bénéficié de la population à son temps sera la même aujourd'hui. Non, les choses ont changé. Et Jean-Pierre a compris ça. Donc, il faut comprendre. Vous voulez dire quoi? Que tout le monde devait s'aligner? Non, ils ne devraient pas s'aligner. Ils ne sont pas obligés, nous sommes en démocratie, tout le monde ne peut pas s'aligner. Mais je plaide sur la compréhension, la bonne manière d'anticiper les choses. Parce qu'on évoquait le cas de Martin Fayoulou. C'est sur ce plateau que je vous démontrais, lorsque on déposait les candidatures à la députation nationale et provinciale, du fait qu'il ait refusé que ses membres déposent leur candidature. Je vous avais dit ici, c'est une grosse erreur. J'avais motivé mon argument. Je disais que, au même moment qu'il va continuer à discuter avec la CENI sur cette question du fichier électoral, qu'il arrive par exemple, que demain, on se mette d'accord. La date de dépôt des candidatures déjà dépassée. Lui se met finalement d'accord avec la CENI. Ça va se passer comment? Je vous avais posé cette question. Et j'ai prodigué conseil à ce moment-là que la meilleure des choses aurait été déposer d'abord, continuer à revendiquer. S'il n'y a pas de solution, alors même à la fin, on peut dire nous ne participons pas. Le fait de ne m'avoir pas écouté, où en sommes-nous? Il a refusé que les gens ne déposent et finalement, il est rattrapé. Et lui-même prend la décision maintenant d'aller déposer. Mais quelle erreur! Il trouve des arguments. À quel moment la CENI a changé sa position? Il a demandé à la CENI pour qu'on fasse une dérogation
exceptionnelle pour que ses membres déposent la candidature. La CENI a dit non, cela ne peut être possible qu'assorti d'une décision politique. Est-il possible aujourd'hui d'avoir une décision politique à partir du moment où il n'y a pas un cadre d'échange? Alors, Fayoul sera c'est une erreur d'un leader qui devrait en principe anticiper les événements. Voilà, alors Thierry Mukelekele, Fayoul lui sera un président qui n'aura pas de députés. Bien, ça va se passer si jamais ça arrivait, qu'il soit élu, il va rentrer dans ce qui est arrivé au président Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il devra composer avec la majorité qu'il devra trouver. Mais non, mais l'idée ça fait un fils qui est 1-2. Oui. Lui sera sans député. Il va dissoudre le Parlement. Parce que nous sommes dans le cadre des compromis politiques. Même si on peut refuser un moment, mais nous sommes dans un cadre de compromis politiques. Moi, je veux peindre le tableau de Pascal autrement. Et si jamais le président de la République est d'accord qu'à un moment donné, il va stopper et il devra aller à la table des négociations. Déjà, il a Vital Kamerhe, il a Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire qu'il est en pole position. Même dans les probables négociations, il a d'abord les deux points, un swahiliphone et un lingalaphone, et lui, il est du centre. Ça dit qu'à la table des négociations, il est d'abord bien partant. Et même si jamais il y a des partages de pouvoir, ça dit que la défense nationale et l'économie, d'abord, il retient ça pour lui. Parce que la grande préoccupation de l'autre côté, ce sont les partages de ces postes régaliens et les autres. D'où nous sommes en train d'aller vers le 15 octobre. Ça fera un mois qu'il lui fallait qu'à la CENI de nous montrer le déploiement des kits et du matériel. Donc, dans moins de 13 jours, nous devons savoir si réellement il y a et quels sont les pays partenaires qui vont nous envoyer des avions pour le déploiement en interne. Parce que les Nations Unies ne se sont pas préparées pour nous aider à déployer le matériel. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, les calculs sont tels que si jamais nous rentrons à la Cinco à Saint-Sylvestre, parce que généralement c'est au mois de décembre... Oh, vous attendez cela? Non, je n'attends pas. C'est lui qui a la théorie de prévision. Nous sommes en train de tout prévoir. Ça dit que les élections, on en veut à la bonne date. Mais même en 2016, on voulait les élections à la bonne date. Mais malheureusement, et la proclamation et tout n'a pas été à cette date-là. C'est pourquoi je chute en disant que nous devons être prêts et préparer la psychologie des populations, que nous voici en face deux camps, le camp Katumbi et le camp Tshisekedi. Ce sont les deux camps qui vont nous amener au mois de décembre. Qu'il y ait élection ou pas, nous avons les deux camps. Donc tout le monde doit se préparer psychologiquement que s'il n'y a pas élection, on aura face à d'autres compromis politiques par rapport aux deux camps. Voilà. Merci Thierry Mukelekele. Je vous remercie. Merci Pascal Oundje. Merci beaucoup Gisèle. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Kiosque est fini. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Madame, monsieur, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir. Merci.